Et c'est vraiment ça l'objectif du gouvernement fédéral, Michel, conserver le lien d'emploi entre employeurs et employés. Donc, d'ici 2 à 5 semaines au maximum, les employeurs qui en feront la demande pourront recevoir cette subvention fédérale de 75 du salaire de leurs travailleurs. Ça va aller, on va couvrir comme ça jusqu'à 847 $ par semaine pendant 12 semaines, pendant 3 mois. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Les partis d'opposition, donc, sont d'accord sur le principe. On s'est aussi entendu sur plusieurs détails comme ça. Chacun des partis d'opposition qui est allé de suggestions, que ce soit pour aider davantage les PME, couvrir plus de Canadiens également, avec l'autre prestation, la prestation canadienne d'urgence. C'est comme ça qu'on est arrivé à une entente. Prestation canadienne d'urgence, qui, on l'a vu, a été très populaire cette semaine. Alors, plusieurs personnes se sont inscrites. Alors, bien, merci beaucoup, Mathieu. On va tout de suite, donc, aller écouter ce que M. Legault, M. Arruda et la ministre de la Santé, Danielle Mécan, ont à dire. On écoute. Messieurs, chers collègues, bienvenue à cette conférence de presse pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. Donc, Monsieur le premier ministre, à vous. Oui, merci. Bonjour tout le monde. On a appris à 20 h hier soir qu'il y aurait eu 31 décès à la résidence privée Aaron à Dorval, dans l'ouest de Montréal. On n'a pas jusqu'à présent toutes les informations, mais voici les informations qu'on a. On vous les donne toutes. D'abord, le 26 mars, il y a eu un premier patient qui est envoyé à l'hôpital général juif, qui est testé positif pour la COVID-19, puis il est décédé. Le 29 mars, donc 3 jours plus tard, le CIUS a eu des communications avec la résidence Aaron et a décidé de visiter l'établissement. Bon, ils ont tout de suite constaté qu'il y avait des graves problèmes. Même on avait parlé dans certains médias. Il y avait une bonne partie du personnel qui avait abandonné le centre. Donc, à compter du 29 mars, le CIUS de l'Ouest de Montréal a envoyé du personnel pour soigner les patients, prendre soin des patients. Par contre, ils n'ont pas eu la collaboration de la part de la propriétaire de la résidence Aaron. Et ils ont été obligés de demander une ordonnance pour avoir accès finalement au dossier des patients. Pardon. Donc, c'est hier soir, à 20 h, qui ont pu enfin prendre connaissance des dossiers des patients. Et c'est donc hier soir, à 8 h, qu'ils ont vu que depuis le 13 mars, il y avait eu 31 décès. Donc, c'est une résidence d'à peu près 150 personnes. Évidemment, c'est énorme, 31 décès en quelques semaines. Pour l'instant, on ne sait pas combien sont décédés de la COVID-19. On sait qu'il y en a au moins 5, mais là, on n'a pas les informations pour les 26 autres patients qui sont décédés. Donc, on a d'abord la santé publique et le ministère de la Santé ont déclenché une enquête. Le ministère de la Santé et la Sécurité publique ont aussi demandé une enquête policière. Pardon. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours dans les recherches. La propriétaire de la résidence Aaron est aussi propriétaire de quelques autres résidences. Et on est en train de faire la liste. Puis toutes ces résidences-là vont être visitées. Et d'ailleurs, on a au Québec 40 CHSLD privés non conventionnés. On a demandé de toutes visiter ces résidences, donc aller s'assurer que tout est sous contrôle. Bon, quand j'ai appris la nouvelle, c'est pour ça que j'ai décidé, je ne devais pas être présent aujourd'hui, mais je veux venir dire aux Québécois d'abord que c'est épouvantable, ce qui est arrivé à la résidence Aaron, et qu'on va évidemment s'assurer, non seulement à cette résidence-là, mais dans toutes les résidences, qu'on s'occupe bien pardon, de nos aînés. Et
On est en train de transférer du personnel des hôpitaux vers les résidences, mais je veux dire aux Québécois là, que je trouve que c'est pas acceptable la façon dont on traite nos aînés au Québec. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il manque du personnel dans les CHSLD, que le personnel n'est pas assez bien payé, en particulier au privé. On a ajouté des ressources au cours de la dernière année, mais pas fier là, de voir ce qui se passe dans nos CHSLD. Puis évidemment, on va commencer par gérer la crise là, actuellement, mais quand la crise va être sous contrôle, je veux qu'on revoie toutes nos façons de faire dans les résidences pour les personnes âgées. On doit ça à nos aînés, de s'occuper, de les soigner avec dignité. Puis moi, je veux donner ma parole aux Québécois, là, qu'on va poser les actions nécessaires pour qu'à l'avenir, dans nos résidences, on s'occupe bien de notre monde. Vous savez qu'on a déjà ce projet de faire des maisons des aînés où il y a plus d'espace, où au total, il y a moins de résidents, où il y a plus de personnel, du personnel mieux payé. Mais je veux juste donner ma parole aux Québécois, là, qu'il faut tous ensemble tirer des leçons sur la façon insuffisante dont on s'est occupé des aînés au cours des dernières années. Je vous donne le bilan de la journée. On a aujourd'hui 48 nouveaux décès, donc un total de 289. Je veux évidemment offrir toutes mes condoléances aux familles, aux proches des victimes. On a maintenant 12 292 cas confirmés. C'est une augmentation de 615. Par contre, sur le côté des hospitalisations, on a 778 personnes hospitalisées, donc une augmentation de seulement 45, et 211 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 25. Donc, comme vous le voyez, dans les hospitalisations, la situation est sous contrôle. Évidemment, il faut aller s'occuper des CHSLD et des résidences de personnes âgées. Tant qu'à être ici aussi, je vais en profiter pour revenir sur la question de la réouverture des écoles. Là, je veux être peut-être plus précis pour rassurer les parents. J'ai vu hier soir, entre autres, beaucoup de parents étaient inquiets sur le retour à l'école, que ce soit avant ou après le 4 mai. Moi, je veux juste vous dire, là, je ne donnerai pas le OK pour réouvrir les écoles. D'abord, tant que je n'aurai pas l'accord de la santé publique, puis tant que moi, là, je vais me dire, est-ce que les enfants sont en sécurité? Moi, la journée qu'on va réouvrir les écoles, c'est parce que j'aurais été prêt à envoyer mes propres enfants, là. Donc, il n'est pas question de faire aucun compromis. Oui, j'ai été transparent. On regarde différents scénarios avec différentes dates avant, pendant, après le 4 mai, mais il n'y a absolument rien de décidé. Puis il va y avoir un seul critère, c'est la santé. La santé, c'est pas l'économie, c'est la santé des Québécois qui va primer pour décider quand on réouvrira les écoles. Évidemment, on va suivre chacune des journées qui s'en vient, chacune des semaines qui s'en vient, quelle est la situation de la contamination, et on va prendre une décision qui est dans l'intérêt de nos enfants. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus important. Peut-être un mot sur les médicaments. Bon, les équipements de protection, ça va bien. La situation s'améliore, puis on a de l'aide, entre autres, de certaines provinces, là, que je nommerai pas, mais que on pourra vous en dire un peu plus là, au cours des prochains jours. Mais on a un problème du côté des médicaments. Donc, j'aime mieux être transparent. Là, il y a une vingtaine de médicaments où on en a peut-être pour à peu près une semaine, où il y a des difficultés d'approvisionnement. Donc, évidemment, il y a des substituts pour certains médicaments. On parle avec le fédéral, avec les autres provinces, pour voir comment on peut trouver des solutions. Mais je voulais quand même
dire, comme je l'ai fait depuis le début, toute la vérité à la population. Il y a certains médicaments là, où on a des inquiétudes. Donc, je termine en vous répétant, d'abord, à court terme, on va tout faire pour bien s'occuper de nos aînés. Puis, par la suite, on va prendre les mesures nécessaires pour que tous nos aînés au Québec, que ce soit dans des résidences publiques ou privées, soient traités avec dignité. Merci tout le monde. Merci. Maintenant en anglais. Yeah. Good afternoon. Bon après-midi. Je suis ici à cause de ce que nous avons appris hier soir à propos d'une situation dans une résidence pour aînés privée de l'ouest de Montréal. Hier soir, à 20 h, nous avons appris que depuis le 13 mars, il y a eu 31 décès à la résidence Heron, qui héberge environ 150 personnes. Sur ces 31 décès, nous avons eu la confirmation qu'il y a au moins 5 de ces décès qui sont dus à la COVID-19. Les autorités de la santé publique font enquête et nous avons également demandé une enquête policière. Voici les faits que nous avons en main. Le 26 mars, un premier patient a été envoyé à l'hôpital général juif pour être testé et il s'est avéré que c'était un cas de COVID-19 et cette personne est décédée. Le CIUS a alors communiqué avec la résidence et a fait une visite sur place le 29 mars. La plus grande partie du personnel à ce moment avait quitté cette résidence. Donc le CIUS a envoyé du personnel pour prendre soin des résidents. La propriétaire de la résidence a refusé de donner accès au dossier et ça n'est qu'hier soir à 20 h que nous avons appris que le nombre des décès depuis le 13 mars s'élevait à 31. La même personne est également la propriétaire d'autres résidences pour aînés au Québec et nos équipes font enquête. Nous avons également ordonné une vérification immédiate des 40 résidences pour aînés privées au Québec. Merci. Les questions en français. Nous allons débuter aujourd'hui avec Alex Boissonneau de Radio-Canada. On a des témoignages, bonjour d'abord, on a des témoignages de médecins, de personnes dans le réseau de la santé qui nous laissent entendre que là, il y a une situation qui est atypique au Québec, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui pourrait laisser croire qu'il y en a d'autres CHSLD Heron. Et qu'il y a même peut-être des problèmes qui dépassent les CHSLD, qui seraient dans le ministère de la Santé, des gens qui sont à bout de souffle, qui rapportent des situations qui seraient particulièrement difficiles. Dans quelle mesure on peut avoir la certitude qu'il n'y en a pas d'autres situations comme celle-là, qu'on n'apprendra pas qu'il y a un autre CHSLD privé, par exemple, où les patients sont traités de cette façon-là? Est-ce qu'on fait seulement réagir à ce qui se passe ou on est au-devant de la vague, là? Je vais commencer une réponse en vous disant qu'à chaque matin, on a la liste complète de chacun des CHSLD avec le nombre de cas confirmés, le nombre de décès. Ici, les informations ont été cachées. Donc, évidemment, c'est difficile d'être inquiet d'un CHSLD qui nous cache une situation. Nous, on pensait qu'il y avait quelques décès, quelques cas confirmés. Mais je peux vous dire qu'il y a un suivi. Comme je l'ai dit tantôt, on a demandé ce matin à ce que les 40 CHSLD privés non conventionnés soient visités, donc dans les prochaines heures, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres résidences Heron ou du type de la résidence Heron au Québec. Et l'équipe de Daniel continue de suivre la situation de très près. Là. Puis à moins qu'on ait des informations manquantes, on est capable de voir où sont les cas critiques. On vous en a donné 6 d'ailleurs il y a quelques jours, mais on prend les décisions en fonction des informations qu'on a.
Ce que je veux ajouter en complément de M. le Premier ministre, c'est qu'aujourd'hui même, là, on envoie des équipes là, qui vont vérifier sur place les 40 centres d'hébergement privés au Québec. Alors, on veut faire des vérifications, on veut les aider s'ils ont besoin. Alors ça, c'est fait aujourd'hui même. Moi, je vais avoir un rapport à la fin de la journée. Et on veut aussi, vous savez, on a donné 40 millions de budget là, pour les CHSLD privés. On veut qu'ils investissent là, puis qu'ils ajoutent du personnel. Alors, on va les aider là-dedans. On a fait la même chose pour les ressources intermédiaires. On a 400 ressources intermédiaires pour les personnes âgées. On veut les aider à trouver le personnel, à ajouter des ressources, mais on va faire des vérifications, effectivement, et ça va être fait là, à très, très court terme. On veut avoir un rapport, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ces résidences et ces ressources. On va avoir toute l'information. Question? Dans ce contexte-là, considérant que le Québec est peut-être la province la plus durement frappée par l'épidémie en ce moment, si on regarde les chiffres, on se démarque négativement par rapport aux autres provinces, pour ce qui est du nombre de morts par habitant, par exemple. Est-ce qu'il n'est pas là le talon d'Achille, plus que dans la semaine de relâche, par exemple? Est-ce que ce n'est pas la situation critique qui prévaut dans les CHSLD depuis un certain nombre de jours qui explique le fait que le Québec se démarque comme ça du reste de la Fédération? Bon, d'abord, je veux vous dire que quand on se compare, là, à part l'Ontario, on a beaucoup moins de décès que, par exemple, aux États-Unis ou dans les pays en Europe où il y a des grandes villes de la taille, disons, de Montréal. La seule province vraiment là, qui a une grande ville, c'est l'Ontario avec Toronto. Bon, il y a peut-être un peu Vancouver, mais qui ont eu aussi pas mal de décès. Mais quand on se compare avec les États-Unis puis en Europe, on a moins de décès, incluant les décès dans les CHSLD, les résidences de personnes âgées. Puis comme je l'ai déjà dit, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait beaucoup de décès dans les CHSLD, parce que dans les CHSLD, on a les personnes qui sont âgées et qui sont malades. Donc, c'est normal qu'on ait plus de personnes, parce que plus vulnérables, qui décèdent dans ces résidences. C'est à peu près 70 % des décès. Mais je ne pense pas que ça soit différent de pays qui ont le système comme le nôtre. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda, sur justement la situation de Aaron, bon, vous dites que la sécurité publique a été, en fait, va enquêter. Est-ce que c'est votre gouvernement qui a demandé, en fait, je pense que c'est la SPVM là, qui va faire l'enquête là-dessus, les crimes majeurs de la SPVM. Est-ce que c'est à la demande du gouvernement qu'il y a une enquête criminelle là-dessus? Oui, c'est à la demande du ministère de la Santé et du ministère de la Sécurité publique. En sous-question, vous avez dit tout à l'heure que vous voulez tout faire pour faire en sorte que dorénavant, les personnes âgées soient mieux traitées dans notre société. En marge de la pandémie, ce que vous avez fait, c'est que vous avez amélioré les conditions de travail, entre autres des préposés aux bénéficiaires, leur avez accordé des primes, etc. Est-ce que vous pouvez les assurer, ces gens-là, que ces primes-là vont rester après la crise et qu'ils ne vont pas se retrouver exactement dans la même situation qu'ils étaient avant d'entrer dans cette crise-là? Oui, moi je peux leur donner une certaine assurance, parce qu'effectivement, là, on avait dans nos CHSLD privés des gens qui gagnaient, par exemple, 13 $ de l'heure pour s'occuper de nos aînés. Donc, c'est pour ça qu'on a donné un boni de 4 $ de l'heure. C'est longtemps qu'on sait un problème, qu'on connaît ce problème-là. Je parle de plusieurs années. Dans les CHSLD publics, les employés sont plus à 20 $ de l'heure et plus. Donc, il y a un écart de ce côté-là. Puis on ne peut pas dire, bien ça, c'est le privé, on ne s'en occupe pas. C'est quand même nos aînés. C'est pour ça que je dis, moi, là, je trouve ça inacceptable, puis il faut changer ça. Mais évidemment, ça suppose aussi d'avoir plus d'espace. Donc, quand on parle de construire des maisons des aînés, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, offrir aux gens. Le concept qu'on veut, là, c'est d'abord de ne plus avoir là, des centres là, qui ont plusieurs centaines de résidents, que ce soit des plus petits centres avec plus d'espace
par résident, d'être capable, quand il arrive une situation de crise, d'avoir une zone chaude, une zone froide, d'être capable d'avoir plus de personnel, du personnel compétent qui est bien payé. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder éventuellement là, dans les maisons des aînés, puis dans la rénovation des CHSLD actuels. Puis bon, là, pour l'instant, c'est difficile d'agir à court terme parce qu'il nous manquerait de l'espace pour faire ce qu'on veut faire. En complément, ce qu'on fait actuellement, là, il y a beaucoup de choses qui vont rester. On envoie du renfort, beaucoup de renforts là, actuellement, puis ça va continuer. La semaine prochaine, on a les gens de l'éducation. Bon, évidemment, ils vont retourner éventuellement à leur emploi d'origine, mais pour le moment, là, pour le temps qui vient, ils vont nous aider. Des gens de l'éducation qui arrivent là, en renfort dès la semaine prochaine. On réorganise les équipes. Et on veut que ce soit le plus étanche possible entre zone froide et zone chaude. Ça, c'est déjà fait. Mais on veut aussi, encore une fois, que les gens n'aillent pas d'un édifice à l'autre et d'une unité à l'autre. Alors ça, c'est des façons de faire qu'on va garder. Et ça va nous aider même dans la saison de l'influenza. Parce que là aussi, on a un virus qui se propage. Et il y a aussi toute la couverture médicale. La couverture médicale. Nos médecins de famille. Et là, il y en a 450 qui viennent nous aider maintenant. Et là, il y a des nouvelles façons de faire. On peut être sur place, on peut être par téléphone, on peut faire de la téléconsultation. Mais là, il faut voir à tout ce monde-là. Il faut voir aux gens qui sont dans les CHSLD, mais aussi dans les résidences pour personnes âgées autonomes et dans les ressources intermédiaires. Puis là, on est en train de mettre sur pied des moyens de télécommunication. On veut que nos personnes aînées aient une couverture médicale suffisante, adéquate. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille et c'est sûr qu'après la crise, on va vouloir garder beaucoup de ces transformations qu'on est en train de faire. Là, on va gérer la crise. Merci. Maintenant, si je peux me permettre, Marc-André Gagnon, Journal de Québec, Journal de Montréal, à la lumière de cette histoire, cette situation, vous qualifiez vous-même, Monsieur le Premier ministre, d'épouvantable. Et à raison, au CHSLD Héron. Est-ce que votre gouvernement, parce que vous parlez de l'avenir, pourrait, par exemple, mettre en place un système d'inspection plus régulière, là, non seulement dans les CHSLD, mais dans l'ensemble des résidences pour aînés? Et pourquoi ne pas mettre en tutelle là, les autres résidences qui sont la propriété, là, donc des gens qui sont en charge, qui étaient en charge du CHSLD Héron? Bon, d'abord, je vous rappelle, là, avant toute la crise de la COVID-19, rappelez-vous Marguerite Blais, qui a visité plus d'une centaine de résidences, qui nous disait qu'il y a beaucoup de travail à faire dans plusieurs résidences. Donc, évidemment, là, puis je pense qu'il ne faut pas séparer public-privé. Il faut regarder comment on peut, bon, d'abord, évidemment, mieux financer. C'est sûr que si on finance mieux, malgré que les gens payent des loyers très élevés dans des résidences comme Héron. Donc, il faut être capable de s'assurer que les services soient donnés, que le personnel soit embauché, que le personnel compétent soit embauché, bien payé. Il y a tout un chantier. Rappelez-vous, la dernière campagne électorale, c'était un de nos engagements importants avec les maisons des aînés, de revoir complètement la façon dont on soigne nos aînés dans les résidences. Donc, c'est un chantier qu'on ne pourra pas réaliser en quelques mois, même en quelques années, mais il faut complètement revoir les façons dont on donne les services dans ces centres. Merci. Vous avez fait référence tout à l'heure à vos propos qui ont soulevé beaucoup de commentaires concernant la fermeture éventuelle des écoles. Il y a aussi un autre élément qui a donné place à une certaine confusion hier concernant l'annulation des événements culturels et sportifs jusqu'à la fin août. D'abord, pourquoi ne pas avoir fait cette annonce-là vous-même hier pour éviter justement qu'il y ait de la confusion alors que votre gouvernement a plutôt procédé par voie de communiquer. Il y a plusieurs questions qui sont demeurées sans réponse. Est-ce que c'est possible pour vous aujourd'hui de clarifier la situation concernant les événements sportifs et culturels? Bon. Ce qu'on a dit hier, c'est que les événements importants, culturels, les festivals, vont être annulés jusqu'au 31 août. On pense que c'est pas réaliste de mettre des milliers de personnes les unes sur les autres avec la situation qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, les événements sportifs, là, je pense qu'Isabelle Charest l'a expliqué un peu, s'il y a un tournoi de baseball aussi, il y a un match de tennis, est-ce que ces événements-là
peuvent penser se tenir, disons en juillet ou en août, avec les consignes qu'on aura à ce moment-là. Là, on a des consignes aujourd'hui du 2 mètres, mais il y aura des consignes qui vont évoluer dans les prochains mois. Donc, est-ce que c'est possible que, par exemple, certains événements sportifs puissent se tenir en respectant la règle du 2 mètres, par exemple? Il ne faut pas totalement exclure ça. Mais moi, je pense que c'est important d'envoyer le message aux grands organisateurs de grands événements, de dire arrêtez de dépenser de l'argent pour organiser ça. Là, on ne pense pas que vous allez être capable de tenir ça d'ici le 31 août. Donc, c'est ça l'idée. Puis l'idée des événements plus petits, les événements sportifs, tu sais, je pense au hockey, dans les jours avant le confinement, il y avait des matchs de hockey, mais sans personne dans l'aréna. Bon, est-ce que c'est pensable de revoir ça? Moi, je ne veux pas rien exclure, mais c'est certain là, qu'on n'ira pas mettre des milliers de personnes dans un festival d'ici le 31 août. Très bien. Prochaine question, Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. On sent un écart important entre le niveau de préparation des hôpitaux en raison de la pandémie et le niveau de préparation qui a été fait dans les CHSLD. Reconnaissez-vous qu'il y a eu un problème de ce côté-là et que qu'en partie, ce soit responsable de la situation que l'on vit aujourd'hui? Bon. D'abord, les CHSLD, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein? C'est pas d'hier. Là. Ça fait plusieurs années qu'on dit est-ce qu'il y a assez de personnel? Est-ce que le personnel est assez payé? Puis je ferais une différence aussi avec les CHSLD privés. Parce qu'il reste qu'au Québec, on a fait ce choix-là d'avoir des centres privés qui étaient conventionnés ou non conventionnés, puis qui géraient leurs propres affaires. Donc, est-ce que le gouvernement doit aller se mêler de ce qui se fait dans les résidences privées? Je pense que de plus en plus, oui. Et ce qu'on a fait dans les derniers mois avec Marguerite Blais, c'est d'ajouter des inspections. Mais à un moment donné, il va falloir aller plus loin que ça, puis mettre peut-être des standards sur combien il doit y avoir de personnes, d'infirmières, de médecins par 10 résidents, par 50 résidents. Donc, de mettre des normes. Je pense qu'il faut travailler mieux à ce que le réseau privé soit mieux préparé à une prochaine crise. Donc, par définition, pour répondre à votre question, peut-être que les résidences privées, n'étaient peut-être pas prêtes à faire face à une crise. Maintenant, vous savez, je ne doute pas une seconde que vous recevez beaucoup de courriels, de témoignages de gens, de questions. On en reçoit également beaucoup. On a posé comme question ici un peu plus tôt, est-ce que les gens, les proches de la famille sont informés de l'état de leur résidence en CHSLD, sur l'état de leurs proches là, en CHSLD? Ça semble pas être le cas. On reçoit beaucoup de témoignages, M. Legault, puis je vais juste en citer un. Là. Une personne qui n'a pas de nouvelles. Son père est déjà décédé de la COVID-19. Sa mère est atteinte de la COVID. Elle n'a pas de nouvelles. Puis elle dit, après avoir vécu des crises d'alarme, d'anxiété, d'angoisse, je m'unis donc à tous les sans-voix qui ont perdu ou qui perdront un proche dans les semaines à venir. Je les porte avec moi et dans mon cœur et j'ose espérer que mon témoignage permettra de changer positivement et rapidement les choses. Comprenez-vous qu'il y a parfois un écart entre ce qui est dit ici et ce qui se passe sur le terrain? Bon. Bien, je pense qu'il y a un écart aussi entre la directive qui est donnée et ce qui est possible humainement de faire à certains endroits. La directive qui est donnée, je dirais, depuis au moins une semaine, à tous les centres, c'est d'aviser les familles. Donc ça, la directive est très claire. Est-ce qu'il y a certains centres qui sont débordés puis qui se disent c'est pas mal plus important de donner des soins que d'appeler la famille? Ça peut être arrivé, mais je pense que ça reste des exceptions. Puis ce qu'on discutait hier encore, Daniel et moi, c'était de dire peut-être qu'il faut embaucher des personnes qui pourraient juste faire ça. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir un médecin ou une infirmière qui appelle la famille pour donner des informations sur le résident ou la résidente. Donc, ça fait partie du travail. Notre objectif, c'est que toutes les familles soient tenues au courant, mais je peux concevoir qu'il y ait eu des exceptions.
Merci. Maintenant, prochaine question. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur le directeur, vous semblez bouleversé par ce qui se passe à la résidence Aaron. Est-ce qu'on est devant un cas de négligence criminelle et qui devra assumer la responsabilité? Bon, évidemment, il va y avoir une enquête, là, donc je dois être prudent, puis j'ai le goût de ne pas l'être, bien honnêtement. Moi, je pense qu'a priori, là, il y a de la grosse négligence qu'il y a eu à la résidence Aaron. Maintenant, l'enquête va démontrer exactement ce qui est arrivé, mais je répète, quand le CIUS est arrivé le 29 mars, presque tout le personnel était parti. Ça n'a pas de bon sens qu'on arrive dans un centre puis que la majorité du personnel soit parti. Là. Donc, je pense que ça regarde beaucoup comme de la grosse négligence. Là. Madame la ministre, des sources et des informations confirment qu'il y a de la désorganisation aussi dans les CHSLD publics. À certains endroits, le personnel est laissé à lui-même. Il y a des gens qui se présentent, il y a des gens qui quittent plus tôt. Est-ce que vous avez une vraie lecture de la situation, de ce qui se passe dans les CHSLD, et j'insiste, publics? Oui. Oui. Écoutez, on a un rapport à tous les matins. On fait le tour. On a des CHSLD où est-ce qu'il y a davantage de cas confirmés. Et ceux-là, on les suit de très, très près. On vous en a parlé hier, là. Il y en a quelques-uns, là, qui sont effectivement des centres qu'il faut qu'on surveille et il faut qu'on supporte davantage et, entre autres, d'ajouter du personnel. Et ça, c'est l'enjeu principal. Hein? L'enjeu principal, c'est d'avoir le personnel. Parce qu'on est dans une situation où, quand il y a un CHSLD, où est-ce qu'il y a des cas confirmés, bien, malheureusement, il y a aussi des travailleurs qui ont été touchés, ou bien qui ont été touchés par le coronavirus, ou bien qui sont des contacts. Alors là, il faut envoyer une autre équipe pour les aider. Et c'est pour ça que c'est si fondamental d'aller chercher des gens du secteur hospitalier qu'on va ramener dans ces CHSLD, mais aussi de l'éducation qui s'en viennent la semaine prochaine. Alors, on a un suivi très serré de ces CHSLD. On les connaît, ceux où est-ce qu'il y a davantage de difficultés parce qu'il y a davantage de cas suspectés ou de cas confirmés, et on les suit de très, très près. On est en lien avec eux tous les jours et même d'heure en heure. Merci. Étant donné que nous sommes un peu moins nombreux aujourd'hui, je peux prendre une ou deux questions additionnelles. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Je voudrais porter à votre attention qu'il y a 2 ans, en fait, la protectrice du citoyen avait remis un rapport sur le CHSLD Aaron. Je voudrais vous lire quelques conclusions, en fait, quelques constats qu'avait fait la protectrice du citoyen à ce moment-là. Les lacunes dans la qualité des soins de service, manque de suivi médicaux, manque de compétences, de formation de personnel, approche déficiente auprès des résidents, notamment ceux atteints d'un trouble cognitif, incapacité du personnel infirmier à gérer les plaies des résidents et des résidentes, vaquer ses opérations, ses obligations en offrant des soins de qualité, manque de continuité dans les soins vu l'insuffisance de personnel non remplacé lors des absences, manque de transfert d'informations entre les membres des différents corps de travail, délai d'assistance à la cloche d'appel et à la cloche et aux appels restés sans réponse, limitation quotidienne du nombre de culottes d'incontinence. Bref, il y avait des lacunes extrêmement importantes de ce qu'on peut comprendre là, en 2017. Comment ça se fait que ça a perduré jusqu'à aujourd'hui? Un rapport comme ça, c'est évidemment transmis au ministère, c'est transmis à l'établissement, et l'établissement a le devoir de faire le lien avec le centre privé et d'apporter les correctifs avec ce centre privé. Alors, il aurait fallu, et là, je n'ai pas l'information, mais je présume que des correctifs ont été apportés à ce moment-là parce que c'est un rapport de la protectrice du citoyen. Et d'ailleurs, l'établissement a la responsabilité de faire rapport à la protectrice du citoyen. Moi, j'ai été dans le réseau pendant des années et effectivement, c'est ce qui est fait et c'est très sérieux. Alors, moi, je pense qu'il y a eu un suivi de ce rapport à l'époque, en 2017, mais dans le contexte de la COVID, il y a eu dégradation, probablement, et là, on va évidemment faire toutes les actions dont on vous parle aujourd'hui.
Et d'ailleurs, il va y avoir un suivi extrêmement, extrêmement sérieux de toute cette situation avec les éléments qu'on vous apporte aujourd'hui. Donc, on va revoir même ce qui a été fait en 2017, mais ces rapports-là de la protectrice du citoyen, il y a une obligation de l'établissement et du ministère de faire rapport et de prendre les mesures nécessaires. Merci. Maintenant, question additionnelle pour Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour, je souhaite aborder l'enjeu des médicaments. Vous dites quand même qu'il y a une vingtaine de médicaments qui sont donc, si je comprends bien, à risque de pénurie d'ici une semaine. Est-ce qu'il serait possible d'avoir la liste de ces médicaments à risque? Et dans quelle mesure est-ce que ces médicaments-là sont très couramment utilisés pour traiter des gens qui sont dont l'état est précaire? Écoutez, moi la première chose que je veux dire, là, c'est vraiment pour circonscrire, c'est une vingtaine de médicaments, mais qui touchent beaucoup à la sédation. Parce que je veux pas que la population pense là, que c'est tout type de médicaments. Non, 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 pas du tout. C'est vraiment des médicaments qui ont trait à la sédation quand on intube quelqu'un. Par exemple, je vous ai parlé déjà le propofol, bon, et il y en a d'autres. Alors, actuellement, là, effectivement, nos réserves, parce que ce que je veux vous expliquer aussi, c'est que on n'a pas des réserves dans les établissements de ces médicaments ou des médicaments en général, des réserves énormes. D'habitude, on va chercher, on commande des fournisseurs juste à temps. Hein, c'est la formule là, juste à temps, c'est-à-dire on a une réserve, mais qui n'est pas très grande, et les médicaments rentrent au fur et à mesure. Alors, c'est la même chose pour les médicaments de sédation, donc une vingtaine, et on est en lien toujours avec nos fournisseurs, mais aussi on négocie avec le fédéral. Il y a des possibilités de ce côté-là. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on est transparent, on en a pour au moins une semaine, on a ce qu'il faut, mais on veut que ça rentre, là, puis c'est pour ça qu'on est en lien avec le fédéral et les fournisseurs, puis on pourrait vous donner la liste. C'est en général, comme je vous dis, des médicaments qui touchent à la sédation. Monsieur Boissonneau, Radio-Canada, question additionnelle. Pour préciser un peu ce qu'il en était de l'ouverture possible des écoles avant le 4 mai, dans le cas où on n'ouvre pas les écoles, est-ce qu'il y a d'autres scénarios qui sont étudiés? Par exemple, des classes à distance systématiques, le fait que des trousses peut-être améliorées, parce que d'ailleurs, on a eu beaucoup de plaintes par rapport aux trousses, comme quoi il y en avait qui étaient assez sommaires, là, que c'était presque absent, en fait. Et s'il n'y a pas de rentrée, disons, avant septembre, est-ce qu'il y a lieu, est-ce que les enseignants peuvent s'attendre à être payés plein salaire, étant donné qu'il y avait des gens qui avaient soulevé des problèmes d'équité aussi par rapport aux autres personnes qui ont perdu leur emploi dans toute cette crise? Bon, d'abord, on n'a pas regardé de scénario où les enseignants ne seraient pas payés, ça c'est clair. On regarde toutes sortes de scénarios, nombre d'élèves réduits, certaines régions, ne pas mettre l'école obligatoire. Donc, on regarde différents scénarios. Moi, je suis transparent, là. Mon équipe me dit que je suis trop, mais je ne veux pas énerver personne avec ça. On regarde différents scénarios à différentes dates. Et par contre, dans tous les scénarios, là, on va s'assurer que la sécurité des enfants, des enseignants est protégée, puis on a l'accord de la santé publique. Mais on regarde toutes sortes de scénarios. Monsieur Laforêt. Ma question va être pour le Dr Arruda. Dr Arruda, dans les CHSLD, en tenant compte de ce qui s'est passé au Québec depuis un mois, vous pensez que les mesures qui sont prises actuellement, là, avant de voir l'effet et une baisse du nombre de cas, ça va prendre combien de temps? C'est toujours difficile de prévoir, mais on sait que les mesures, habituellement, il faut compter l'effet de la mesure qui est autour de 14, 15, 20, jusqu'à 21 jours. Puis après ça, l'effet sur les maladies qui vont avoir été acquises, sur les décès ou les hospitalisations, avec un autre 15 jours. C'est clair que dans les milieux de chez SSLD, compte tenu qu'il y a une concentration de gens à haut risque, la probabilité de décès est plus grande. D'ailleurs, on observe aussi qu'une proportion quand même des décès qui a eu lieu pour les personnes handicapées a eu lieu aussi à domicile. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans les faits, ce qui arrive dans un SSLD, c'est une concentration de plus de personnes, plus d'interactions avec du personnel, mais il y a quand même un risque aussi à domicile. Donc, je pense que tout ça est aussi variable en fonction, je vous dirais, de la transmission qu'il va y avoir dans la communauté, parce que des travailleurs de la santé pourraient
être contaminés aussi, mais en appliquant les mesures avec des masques, puis leurs symptômes, etc. Ce qui nous a pas du tout aidé, puisqu'il n'y a personne non plus, ici comme ailleurs, parce que la problématique dans les centres pour personnes âgées, elle n'est pas seulement québécoise, c'est cette situation, je vous dirais, là, de personnes asymptomatiques ou très peu symptomatiques qui introduit le virus dans ces milieux-là. Donc, je vous dirais, je pense qu'on fait tout là en ce moment pour le faire. Il va falloir le maintenir aussi tout le temps qu'on va avoir de la transmission dans la communauté, là, puis surtout le maintenir pour éviter une deuxième puis une troisième vague. Joe, là. Disons, peut-être un peu avant ça, si vous me permettez, il va y avoir un effet, mais pas un effet total et global. Merci. Si je peux me permettre également à mon tour une question additionnelle, Marc-André Gagnon du Journal de Québec. Et ça va répondre en même temps à une question que nous avait fait parvenir Martin Bustil d'RNC Média. Vous avez effleuré, Dr Arruda, hier, le concept d'immunité collective lorsqu'il était question de la réouverture éventuelle des écoles. Donc, j'aimerais savoir où vous en êtes dans votre cheminement par rapport à cette question-là et de quelle façon cette immunité-là va pouvoir se mesurer éventuellement? Bien, elle va se mesurer en fonction d'études sérologiques et puis je vous dirais de tests qu'on va faire dans la population en grande quantité. Et c'est assez difficile, je vais vous dire, d'où l'importance des études de séroprévalence. C'est assez difficile de savoir si c'est 10, 1, 20 ou 30 ou 40 % de la population qui a été atteinte. C'est clair qu'elle n'est pas à 80 ou 70 %. Vous voyez, on a vraiment abaissé la courbe. On n'a pas eu ce qu'on appelle la crise sanitaire qu'on aurait pu avoir dans nos centres hospitaliers, comme c'est arrivé ailleurs. Et donc, on va le regarder. Puis, vous savez, cette question d'immunité naturelle, elle va être importante, mais elle va être importante à gérer aussi en fonction de ne pas exposer les plus vulnérables. Je sais qu'il y a des parents qui étaient très inquiets parce qu'ils ont eux-mêmes des maladies chroniques, ils ne voulaient pas que leur enfant soit... Fait qu'il va falloir qu'on ait des stratégies qui vont protéger ces personnes-là aussi. Pas rien que les 70 ans et plus, mais les personnes qui ont des maladies chroniques et autres. Puis on va voir progressivement. Puis comme je vous le dis, il n'y a aucune décision prise. On regarde tous les scénarios, on regarde ce qui est publié dans la littérature, puis on va mesurer. Puis à chaque fois qu'on va faire un mouvement, comme je le disais tantôt, pas tantôt, mais c'était hier, mais de réostat ou qu'on va ouvrir, on va prendre des mesures pour voir qu'est-ce qui se passe pour réajuster. Parce que ce qu'on veut pas, c'est aller trop vite, puis à ce moment-là, après ça, on ne peut pouvoir reculer, puis on est dans une escalade. Mais il va falloir quand même, vous savez, on ne pourra pas rester confiné pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à attendre. Puis plus on confine, moins il y a de la transmission. Puis c'est sûr que l'arrivée d'un médicament et d'un vaccin, c'est quelque chose qui va être aidant pour immuniser les plus vulnérables. Merci. Donc, c'est ce qui complète pour les questions en français. Nous allons maintenant passer aux questions en anglais qui, aujourd'hui, nous ont toutes été envoyées par courriel de la part de collègues qui travaillent à partir de la maison. So the first question is from Phil Autier, Montreal Gazette, for Minister McCann. Nous savons que la résidence Heron a été mise en tutelle le 29 mars. Et vous avez mis sur pied une équipe pour faire enquête sur la situation dans les CHSLD, mais plusieurs familles disent qu'elles n'ont pas été informées de la situation dans ces centres pendant des mois. Comment cela peut-il être corrigé? Ce sera corrigé parce que la première chose à faire d'abord, c'est de vérifier les résidences pour personnes âgées, les CHSLD privés, et je veux que toutes les familles soient rejointes. Il faut que les familles soient informées de ce qui se passe, en particulier compte tenu de la situation à la résidence Heron. Les familles vont être rejointes très tôt et ils auront toute l'information sur l'état de leurs proches. Deuxième question pour M. Legault. Depuis le début de la crise de la COVID-19, il y a 1 mois, on a loué votre leadership à la suite de vos commentaires sur les écoles. Eh bien, les médias sociaux ont été inondés de commentaires inquiets des parents. Comment pouvez-vous calmer cette inquiétude? Non. Dans les prochains mois, quand nous allons rouvrir les écoles, il est certain que certains parents craindront de renvoyer leurs enfants à l'école. Je le savais, nous le savions, mais ce que je veux
dire clairement à propos de la réouverture des écoles, c'est que ça ne se fera pas tant que nous n'aurons pas d'abord reçu l'autorisation de la santé publique et deuxièmement que moi, j'ai reçu l'assurance qu'il n'y aura pas de risque pour les enfants ou pour les enseignants. Et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous allons continuer de suivre la situation de près. À ce moment-ci, nous ne pouvons pas dire quand nous allons rouvrir les écoles, mais nous envisageons différents scénarios avec différentes dates et d'autres scénarios aussi qui envisagent une réouverture partielle ou la réouverture dans certaines régions seulement. Pour l'instant, nous avons encore différents scénarios, mais je veux qu'il soit bien clair que la santé sera toujours le premier critère. D'abord, une question pour M. Legault. Est-ce que ça a été une erreur de dire que vous envisagiez de rouvrir les écoles avant le mois de mai? Est-ce qu'il ne serait pas plus prudent d'attendre septembre? Est-ce que c'est la bonne chose à faire que de dire la vérité? Oui, nous avons des scénarios qui envisageaient un retour avant le 14, mais parfois, ça n'est pas toujours sage en politique de dire toute la vérité. Mais vous me connaissez, moi j'aime dire la vérité. Mais peut-être que la façon dont je l'ai dit, ça a inquiété les gens, je le regrette. Mais les faits, c'est que nous avons des scénarios qui envisageaient une reprise autour du 14 mai. À la ministre McCann, à propos de la résidence Heron, s'il y avait un manque de personnel, pourquoi est-ce que la direction n'a pas avisé le CIUS ou même le ministère pour éviter cette situation atroce? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Eh bien, il y a eu un avis. Bon, ils ont eu un appel le 26 mars pour, à ce moment-là, demander des renseignements aux CIUS parce qu'ils avaient un cas de COVID-19. Mais le 29 mars, après qu'il y ait eu des contacts le 27 et le 28 mars, le CIUS de l'ouest de l'île a compris qu'il y avait un problème grave. Alors, ils ont envoyé une équipe sur place parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait presque pas de personnel pour prodiguer les services. Alors, le CIUS de l'ouest de l'île a pris la situation en charge rapidement et s'est occupé donc de fournir des soins aux résidents. C'est une situation critique, mais la situation a été corrigée. Mais nous avons eu des problèmes avec la propriétaire qui ne collaborait pas. Et finalement, nous avons eu les clés pour avoir accès au dossier et nous avons compris à ce moment-là qu'une trentaine de personnes étaient décédées pendant le dernier mois, dont 5 de la COVID-19. Alors, le CIUS de l'ouest de l'île a pris des décisions difficiles, mais il a pris la situation en charge. La prochaine question porte sur Heron. S'il devait y avoir une vague de décès dans cette résidence, est-ce que c'était négligence et où est la... Je ne comprends pas bien la question. Qu'est-ce qui a été négligé? Où est la responsabilité dans ce cas-là? Bon, d'abord, c'est une résidence privée. Eh bien, la responsabilité, c'est celle de la propriétaire. Malheureusement, la propriétaire n'a pas collaboré avec nous, si bien qu'il a fallu plus d'une semaine avant que nous ayons accès au dossier des patients. Nous avons eu besoin d'obtenir une ordonnance de la Cour pour avoir ces documents. Il y a des parents et des enseignants qui disent que vous semblez vouloir précipiter le retour à l'école. Est-ce que ça ne risque pas de compromettre tous les efforts faits par les Québécois? Non, je veux dire aux parents que nous n'allons pas précipiter le retour à l'école. Nous allons
permettre aux élèves de retourner à l'école lorsque nous aurons reçu l'assurance qu'il n'y a pas de risque. Mais pour l'instant, nous ne savons pas ce que sera la situation dans une semaine, dans 2 semaines. Mais nous allons étudier la situation, discuter avec la santé publique et décider en conséquence. Ce que j'ai dit hier, c'est que nous avons différents scénarios envisageant un retour avant le 4 mai, d'autres après le 4 mai. Mais à ce moment-ci, je ne peux pas vous dire à 100% à quel moment les écoles ouvriront. Mais ce que je peux dire, et je peux assurer à la population que nous n'allons pas rouvrir les écoles tant que nous n'aurons pas reçu l'assurance qu'il n'y a pas de risque pour les enfants. From Andrew Brennan, CTV News. Do you still think... Prochaine question. Est-ce que vous pensez encore que d'envoyer des patients de l'hôpital au CHSLD était une mesure avisée? On voit le nombre de décès maintenant. À ce moment-ci, je dois dire qu'il n'y a plus de transfert de patients des hôpitaux au CHSLD. Ce que nous faisons maintenant, c'est d'assurer la sécurité dans les CHSLD, nous assurer qu'il y a le personnel requis et faire une distinction claire entre les zones chaudes et les zones froides. Et ce que nous avons fait dans le passé, c'est qu'il fallait préparer les hôpitaux. Il fallait nous préparer en fonction des scénarios les plus sombres où nous aurions eu besoin de plus de 6 000 lits et en même temps sécuriser les centres de soins prolongés. Nous avons interdit les visites. Mais évidemment, ce virus est un énorme défi et comme nous l'avons dit, malheureusement, nos aînés sont les plus exposés. Nous continuons de nous ajuster parce que il y a une transmission communautaire et comme l'a dit le Dr Arruda, même des personnes asymptomatiques peuvent propager le virus et ce que nous faisons, c'est d'ajuster nos interventions au nouveau contexte et nous allons nous réorganiser en ce sens et mettre plus de personnel au travail pour résoudre cette situation. Alors, l'Ontario a eu des problèmes au niveau du matériel pour les tests. Non, nous n'avons pas eu de problème avec le matériel de dépistage. Alors, le seul domaine où nous avions eu un problème, c'était les réactifs chimiques, mais pas pour le matériel de test. Donc, si vous avez écouté ce point de presse,